Stop acting so small, because you are the universe in ecstatic motion. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de venir à cette conférence consacrée à la tech au service des sexualités pour un monde plus beau. Je suis ravie d'être avec vous dans ce festival Web Today qui est vraiment cher à mon cœur parce que c'est ici que ma carrière dans la sextech a démarré il y a maintenant presque 10 ans. Et c'est un festival qui a toujours été hyper open sur les sujets qu'on adresse et c'est pas si évident que ça. Donc c'est un grand merci à eux et de nous faire confiance tout le temps. Et aujourd'hui, je suis sur scène avec 3 femmes hyper engagées. Et donc, on va vous parler de la dimension sociétale de la sextech. Donc, j'ai avec moi Camille Emmanuel. Bonjour. Donc, auteure, autrice, journaliste, spécialiste des questions de sexualité, notamment de genre. Et aussi ambassadrice pour la France d'une association lancée par Eric Allos, The Porn Conversation. Donc, plein de sujets riches. J'ai avec moi Céline, et elle est marraine de Sextech for Good. Petit détail. Céline, qui est la créatrice d'une plateforme qui s'appelle Always Valentines et qui s'intéresse à la sexualité, et à l'intimité et la vie amoureuse des seniors. Parce que oui, on peut avoir 80 ans et désirer être amoureux et avoir... Et heureusement. Et heureusement. Et puis Anne-Gaëlle, qui est la dernière arrivée au sein de Sextech for Good, avec une technologie qui va permettre à la fois aux couples de filmer leurs ébats en toute intimité et en toute sécurité. Et qui peut aussi, avec cette technologie-là, lutter contre la pédopornographie. Et on va vous expliquer pourquoi on fait la mention des deux tout à l'heure. Avant de vous laisser la parole, je vais vous présenter une petite cartographie en fait pour poser le débat. Souvent quand on parle de sextech, les gens souvent déjà comprennent sextape, donc non, c'est pas ça. Et souvent ils font un raccourci en disant la sextech c'est le sextoy connecté ou c'est le robot du futur et ça nous fait peur. Et bien non en fait. Donc je voulais illustrer par cette cartographie que le champ de la sextech c'est bien l'utilisation des nouvelles technologies pour la création de produits et services innovants dans plein de domaines différents. Donc l'éducation à la sexualité, évidemment oui, le plaisir, on aime ça, on adore ça et on est pour une sexualité positive, mais aussi de la santé, de la femtech. Quand on parle par exemple aussi de contraception pour les hommes, on s'intéresse aussi à une nouvelle forme d'égalité et de charge mentale, donc encore un impact sociétal. On fait de la thérapie, on fait du sexe virtuel, on fait de la vidéo, du dating, mais aussi des découvertes de l'expérience, de l'audio érotique, et puis aussi de l'accompagnement, du conseil, de la santé et du bien-être. Donc c'était important pour moi de poser le débat, puisque c'est bien de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de l'impact sociétal de la sextech. C'est pour ça qu'on s'appelle Tech for Good. Souvent on nous a dit mais que c'était peut-être un abus de langage et qu'on avait peut-être un peu exagéré en s'appelant comme ça, mais non, je pense que innover pour le bien, c'est exactement ce que font les entrepreneurs qui m'accompagnent. Aujourd'hui, ils sont plus d'une 40aine de startups au sein du collectif Sextech for Good. Et quand on s'intéresse à la sexualité des seniors, des personnes en situation de handicap, au plaisir, à la santé et à l'éducation, on répond bien à des enjeux de société, à des enjeux aussi de santé publique. Et donc, pour moi et pour nous, la sextech est vraiment un secteur d'innovation à impact sociétal et un secteur qui mériterait d'être mieux connu, mieux reconnu et surtout mieux aidé. Louison, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, les entrepreneurs de la sextech, ils ont toutes les difficultés que connaissent tous les entrepreneurs de création d'entreprises, mais ils ont encore une surcouche liée au tabou, donc de problématiques de financement, de problématiques de bannissement sur les réseaux sociaux, voilà, de tout ce qui est publicité,
voire même parfois de travailler avec certaines agences ou certains prestataires qui refusent de les avoir en client. C'est compliqué de faire des relations presse, c'est compliqué d'ouvrir un compte en banque, c'est parfois même compliqué d'avoir un bureau quelque part. Donc c'est aussi ça la réalité d'entrepreneurs qui pourtant s'intéressent à des sujets qui nous concernent tous, puisque faire l'amour et la sexualité, c'est quand même une activité universellement partagée et c'est quand même plutôt sympathique. Donc avant d'aller sur des exemples concrets, je vais m'adresser à toi, Camille, pour continuer cette réflexion sur l'impact sociétal, de savoir en fait toi ta vision sur cette intime politique et sur ce que dit la sexualité en fait de l'organisation et de nos sociétés et de la manière dont la tech peut accompagner tout ça. Merci Christelle. Il y a un lien très fort entre tech et sexualité. Le lien est double, c'est-à-dire qu'il y a énormément de technologies qui ne seraient pas développées sans la sexualité. Le Minitel ne serait pas donné le Minitel sans 3615 Monique. Pareil pour Internet. En fait, il y a souvent deux domaines en fait, qui vont favoriser la tech. C'est ou l'armée ou le sexe. Mais dernièrement, c'est beaucoup quand même les questions, l'industrie du sexe qui a permis ces innovations-là. Mais à l'inverse, des innovations technologiques, des entreprises liées à la sextech vont faire bouger sociétalement en fait nos représentations sur la sexualité, nos façons aussi de se rencontrer, nos façons de faire l'amour, parfois des choses aussi physiologiques. Enfin voilà, ça a un impact très fort. Alors, je ne vais pas venir sur tout l'historique en fait de la sextech, même si c'est passionnant, mais il y a des marqueurs assez forts. En 1977, à San Francisco, il y a une entreprise une boutique de sextoy qui s'appelait Good for Her, qui a pour la première fois créé un espace de bienveillance pour les femmes pour parler de sexualité. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est vraiment l'espace où est né ce qu'on appelle le féminisme sex-positif. C'est un féminisme qui considère que la sexualité n'est pas uniquement un terrain de danger pour les femmes, mais ça peut être un terrain d'empowerment et ça peut être un terrain de politique et qu'il faut se approprier ces sujets-là. Ça a commencé dans une boutique de sextoy. Et un autre exemple aussi anglo-saxon, en 2006, c'est une autre boutique qui s'appelait Good for Her qui a lancé les premiers awards pour des films porno féministes. Et c'est vraiment deux exemples historiques qui montrent que c'est via un objet et via la technologie, en tout cas la vente de ces objets-là, qu'on a commencé à vraiment avoir une parole importante sur la sexualité féminine, que les femmes ont pu parler de leur plaisir. Tous les nouveaux sextoys qui ont été développés dans les années 2000 ont aussi eu un impact très très important sur les représentations. On savait déjà depuis des années, pas mal de femmes savaient qu'elles n'étaient pas anorgasmiques, c'est juste que la sexualité telle qu'on leur disait qu'il fallait qu'elle soit ne leur donnait pas de plaisir. En gros, un pénis dans un vagin pendant 2 minutes. Du script sexuel depuis Freud. Exactement. Et ça fait jouir très peu de femmes, on le sait, à peu près 20%, et encore. On le savait, mais sauf que quand les sextoys clitoridiens sont arrivés, des sextoys vraiment technologiques, adaptés à la morphologie, adaptés au clitoris des femmes, il y a une expérience, il y a un truc, genre c'est pas juste dans les bouquins qu'on sait que ça ne marche pas comme ça, l'orgasme féminin. Il y a vraiment eu une expérience de millions de femmes dans le monde en achetant ces objets-là adaptés, encore une fois à la morphologie, qu'on s'est dit qu'il y avait ce qu'on appelle le forcé orgasmique. La différence de prise de plaisir entre les hommes et les femmes, c'est un petit peu réduit grâce au sextoy. Et ça a changé les représentations. Ça a changé aussi la médiatisation de ces sujets. Moi, je sais qu'en tant que journaliste, c'était compliqué pour moi, il y a 15 ans, de faire un article sur la masturbation féminine, par exemple, ou sur le plaisir prostatique masculin, qui est un vrai sujet, et qui est un sujet important, puisque quand on étudie en fait le plaisir prostatique masculin, ça permet aux hommes, en fait, ça leur fait baisser la pression sur leur érection. Tout d'un coup, ils ont une deuxième zone orgasmique, leur plaisir ne dépend pas que de leur phallus. Et ça permet à la femme d'être pénétrante et pas seulement pénétrée, ça revisite les codes du genre, c'est vraiment... Et tout ça pour dire que quand je proposais un article dans la presse sur ces sujets-là, on me disait « Ah bah non, c'est vulgaire ».
Ça va pas, puis on peut pas avoir pour Elle Magazine d'un côté une pub pour Chanel et de l'autre un truc sur on va mettre des doigts dans le cul des mecs, en fait, ça va pas avec. On dit comme ça passe pas. Mais quand tout d'un coup il y a eu de nouveaux sextoys dédiés à ça, là j'ai pu, via la présentation de jolis petits objets, design, hyper techno et machin, j'ai pu aborder ces sujets-là. Il y a eu un peu plus de liberté. Et ça a permis une médiatisation de sujets importants qui, encore une fois, ont un impact sur les représentations de genre, qui ont un impact des fois très fort sur les femmes, sur leur vision de leur sexualité. Quand tout d'un coup... Non, mais on le dit vraiment que du coup, ça a vraiment accompagné cette nouvelle révolution sexuelle qu'on vit de la réappropriation du corps, en fait, et du plaisir, parce qu'au-delà de la sexualité, se faire du bien à soi, c'est du bien-être, c'est de l'estime de soi, c'est de la confiance. C'est vrai que c'est des sujets sur lesquels les femmes souvent sont restées hors jeu, ou en tout cas, c'était un non-sujet pendant longtemps, le plaisir féminin. Et c'est vrai qu'en tout cas, on le voit dans le domaine de la sextech, post-MeToo. Il y a eu énormément d'entreprises et de femmes qui se sont intéressées à tous ces sujets-là en se disant, OK, il y a tout ce vent et ce discours de dire notre plaisir compte autant que celui des hommes, c'est un vrai sujet. Et du coup, on va prendre le lead et on va créer des boîtes pour faire des produits qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et donc, ça a aussi changé une mutation de l'industrie. Tout à fait. Bon, alors je pourrais parler de l'historique et de l'avenir des sextoys pendant des heures, mais il y a un autre point que je trouve important à dire sur l'impact de la tech sur la sexualité. C'est ce qui est important en fait dans le cinéma. On a parlé dernièrement du male gaze et du female gaze. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette notion. C'est l'idée que un homme réalisateur qui va filmer une scène de sexe ou une scène amoureuse, il va le faire d'un certain point de vue. Une femme réalisatrice va le faire différemment. Ça ne veut pas dire qu'elle va mieux le faire, mais en tout cas, on constate qu'on a surtout eu du male gaze pendant des années et des années de cinéma et de séries. Mais quand tout d'un coup, c'est une femme qui va filmer une scène de sexe, on a un regard différent. C'est pas les mêmes... Il y a moins de gros plans sur le cul, mais il se passe autre chose. Enfin voilà, des femmes. Enfin, il y a moins d'objectification du corps féminin. C'est pas pour autant plus soft ou plus mignon ou tout ça. Hein, là. Quand les femmes s'emparent des questions de sexualité, c'est pas pour en faire des trucs roses, mignons, doux et bien soft. Hein. Non, ça peut être aussi du vrai cul, trash, etc. Parce qu'on a une libido et des désirs qui sont pas forcément mignons. Mais en tout cas, dans le film gaze, dans le cinéma, on a vu que c'est quelque chose qui a été étudié par des chercheurs, des chercheuses surtout. Et bien dans la tech, c'est pareil. Si ce sont des hommes uniquement des hommes qui s'approprient les questions de la sextech, ça va donner des applis où ça va plutôt être ce qui va plaire aux hommes, en tout cas des types de femmes qui vont plaire aux hommes, qui vont mettre en avant en fait dans cette appli de rencontre. Sur les sextoys, on va être sur des représentations de sextoys ultra phalliques, des grosses bites, alors qu'en fait on sait que c'est pas ces sextoys-là qui marchent forcément. Ça va être aussi dans le porno, parce que ça fait partie quelque part de la tech. Hein, enfin, ça peut faire partie en tout cas de la tech. C'est un média important aujourd'hui, le porno. Aujourd'hui, les tubes porno mainstream gratuits sont à la main d'hommes. Le plus grand Pornhub, c'est canadien, et ce sont des hommes de 40 ans qui viennent des startups, qui sont jamais allés sur un plateau de porno de leur vie, c'est Ovidie en fait qui à un moment donné quand elle parle de ça, elle dit c'est des mecs, si ce qui avait cartonné dans le monde c'était la crêpe, ils seraient tous lancés dans le business de la crêpe. Bon, il se trouve que c'était le porno, donc ils ont fait ça, mais ils s'en fichent en fait du porno. C'est pas des gens qui sont attachés, contrairement aux producteurs porno des années 70 qui étaient sur le terrain, qui parlaient avec les actrices, etc. Là, c'est des gars qui sont dans leur tour à Toronto, donc aucune connexion avec la réalité de la pornographie. Mais surtout, ils vont favoriser, et aujourd'hui on a ça dans le porno gratuit en ligne, une représentation très stéréotypée, globalement sexiste, où la femme n'est qu'un c'est un orifice géant. La femme va jouer au bout de 30 secondes grâce au phallus géant aussi du performeur. Et quand on est sur des choses parfois violentes même, on en parle beaucoup aujourd'hui de la représentation dans la pornographie, et l'idée, c'est que, pourquoi pas, c'est un récit porno comme un autre, ça peut exciter plein de gens, mais c'est très répétitif, et il n'y a que ça. Quand ce sont des femmes qui s'approprient la pornographie, il se passe autre chose. Il y a une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Erika Lust,
Erika Lust, voilà, c'est un surnom, qui est basée à Barcelone et qui a créé une boîte de prod en fait de films porno éthiques et féministes. Encore une fois, ce ne sont pas des films érotiques, ce sont de vrais pornos. C'est payant, mais c'est pas très cher. Et tout d'un coup, on a une diversité et de fantasmes et de corps. On n'a pas que des femmes jeunes et épilées, on a plein de choses. Même les hommes sont différents. Et puis tout d'un coup, on voit le visage des hommes et c'est pas juste des sexes qui bandent. Enfin, c'est extrêmement riche. Et ça donne, voilà, cette diversité de fantasmes et de représentations surtout. Et pour conclure là-dessus, voilà, c'est souvent, il faut se poser la question dans l'utilisation de cette technologie et dans ce qu'on soutient, c'est qui raconte quoi et est-ce que je suis d'accord avec ce qu'on me raconte ? Est-ce que vraiment tout le monde fantasmatique va se baser sur les mêmes représentations de la sexualité, j'ai envie de dire, ça peut paraître comme un gros mot, mais ça l'est pas, mais un patriarcal en fait. Ou est-ce que je peux m'ouvrir en fait à d'autres scénarios sexuels, à d'autres fantasmes, à d'autres façons de voir ces sujets-là. Moi, c'est pas un gros mot. Je sens que la déconstruction effectivement du système patriarcal, il est à la base. C'est bien pour ça aussi que tous les gens qui s'engagent dans Sex Tech for Good et qui, à partir du moment où on cherche une pleine égalité en termes de sexualité et qu'on se dit, ok, on veut s'affranchir des rôles dominés, dominants, pénétrés, pénétrants, tout ça, ça fait partie et cette pleine égalité. Et c'est tout ce que ces gens-là, tous les entrepreneurs de la Sex Tech font. Merci. On reviendra. On va passer aux autres sujets. Puis après, bien sûr, on vous laissera la parole aussi pour des questions. Céline, il y a avec toi, on va aborder un autre domaine qui cumule aussi des tabous, puisque quand on parle de sexualité et vieillesse, voilà, on sait bien aussi que l'agisme, on a du mal, c'est que cette idée de vieillesse, il y a beaucoup d'injonctions et de tabous cumulés. Je voulais juste vous donner quelques chiffres pour vous montrer que les petits frères des pauvres ont fait une étude il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 1 an, et qui montrait que voilà, nos aînés ont parfois une sexualité qui est bien plus épanouie que la nôtre ou que celle des plus jeunes, avec 94% des plus de 60 ans qui sont amoureux de leur conjoint ou leur conjointe, 52% des personnes âgées qui ont des relations intimes et 75% des seniors qui pensent que la sexualité est importante ou essentielle. Et globalement, ils étaient plutôt quand même contents et satisfaits de leur sexualité, plus de 51% de ceux qui en avaient une. Donc voilà, c'est aussi bien, même pour les plus jeunes, d'entendre ça, parce que voilà, vieillir, c'est pas que négatif. Voilà, on peut aussi se dire qu'on va continuer de vieillir et de jouir. Et donc voilà, Céline, tu vas nous parler de cette plateforme et tu vas peut-être nous expliquer de ton parcours, d'où ça vient, et ce que tu proposes justement pour lutter contre ce tabou. Oui, alors juste avant, juste une petite intro, c'est-à-dire que mon marché est très large, puisque quand on est dans le milieu professionnel, à 45 ans, on est senior. La personne âgée que j'ai interviewée, qui avait encore une vie sexuelle la plus âgée, elle avait 94 ans, donc j'ai 50 ans de personnes, donc je suis tranquille. Alors, pour vous faire un peu la présentation d'Always Valentine, je vais vous parler de mon parcours et de comment j'en suis arrivée là, en fait. Je suis médecin psychiatre, médecin sexologue à la base. Et en fait, un jour, j'ai reçu Christiane, qui avait 74 ans et que j'ai dû hospitaliser pour un épisode dépressif sévère, le premier de sa vie, avec des idées suicidaires. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'au bout de 40 ans de vie commune avec son conjoint voulait divorcer. Et on ne savait pas pourquoi. Et en fait, au fur et à mesure des entretiens, ce qui est apparu, c'est qu'il voulait divorcer parce que pour une raison particulière, ils n'avaient plus de relations sexuelles. Parce que effectivement, pour Christiane, il fallait pouvoir mettre de la lingerie pour pouvoir avoir une excitation. Elle ne pouvait plus parce qu'elle avait de l'arthrose et donc c'était compliqué. Et quand je lui ai dit « mais pourquoi vous ne l'avez pas dit avant ?» Elle dit « docteur, à qui voulez-vous en parler ?» Et aujourd'hui, effectivement, quand on est vieux, on multiplie les tabous, c'est-à-dire on doit parler de sexualité, on est vieux. Alors, les corps de vieux qui ont de la sexualité, on n'en voit pas en fait. Hein. C'est complètement banni de la société, j'ai envie de dire. Donc j'ai continué, j'ai fait ma petite aventure, je suis allée prospecter, je suis allée interroger des seniors chez eux, des seniors dans les résidences seniors, des seniors dans les EHPAD. Et de là est née en fait Always Valentine, qui est la première plateforme qui propose aux seniors effectivement de les aider à poursuivre ou à reprendre leur vie amoureuse et intime. Alors, c'est pas un site de rencontre, hein. C'est vraiment une plateforme qui aide à poursuivre et à reprendre la vie amoureuse avec différentes choses, et notamment un site communautaire. C'est-à-dire que ce qui est beaucoup revenu pour les seniors, c'est qu'il n'y a pas de lieu pour en parler en toute tranquillité, en transparence, de façon sécurisée. Donc là, nous, ce qu'on propose effectivement avec Always Valentine, c'est ça, c'est cette possibilité-là de pouvoir se retrouver sur un lieu où on peut effectivement parler de ses difficultés, des choses qu'on a envie, des choses qu'on ne comprend pas, parce que effectivement, comme c'est banni de la société,
société, il n'y a aucune information, aucune éducation. Et ce qui se passe, c'est que des petits problèmes qui pourraient être réglés très facilement juste avec de l'information, de l'éducation, parce que votre sexualité, elle évolue au fur et à mesure de l'âge. Et ce qui était possible et ce qui était faisable il y a 20 ans, elle n'est plus à 40 et encore moins à 60. Mais on continue à avoir une sexualité qui est différente. On doit s'adapter à son corps, aux modifications de son corps, aux modifications hormonales, ces choses comme ça. Et quand on n'a pas d'information, on ne sait pas et on croit qu'on a un problème. Et de ne pas pouvoir en parler, ce problème s'intensifie au point que, à la fin, ce qui se passe, c'est que les gens se séparent. Et ça favorise l'isolement en fait des seniors, et notamment des femmes, puisqu'on sait qu'effectivement, quand une femme senior se sépare, elle a beaucoup plus de mal à retrouver effectivement une vie avec un partenaire. C'est beaucoup plus compliqué. Oui, parce que double standard, les hommes âgés, c'est beaucoup plus charmant qu'une... Effectivement. Et 34% des seniors français interrogés ont déjà utilisé un sextoy. Je le dis souvent, il y a encore un marché à prendre. Je ne sais pas s'il y a des futurs entrepreneurs de la sextech dans la salle, mais il y a un vrai business à développer parce qu'on manque sur ce marché de sextoys qui sont adaptés à ces nouvelles contraintes du corps. Voilà, on a de l'arthrose. Exactement, par exemple. Il y en a, non? Ça fait partie de ton association. Tu m'avais parlé, je crois, alors... de quelqu'un qui développait un sextoy, je trouvais ça super, avec des gros boutons, comme les téléphones, il y a des grosses touches là. Mais c'est vrai. C'est ce qu'on aimerait faire. Il y en a un autre, par exemple, qui est très demandé chez les femmes âgées, effectivement, c'est qu'elles sont plus confortables quand elles sont allongées, et quand les sextoys actuels, il faut être recourbé pour pouvoir l'utiliser. C'est très compliqué à utiliser et c'est pas agréable pour elles, en fait, par exemple. Donc sur ce site, il y aura effectivement cette possibilité de communauté, d'échange entre eux. Il y aura aussi des webinaires avec des experts, un café sexo tous les 15 jours. Il y aura des ateliers workshops et après, les seniors ont la possibilité d'intégrer des programmes pour reprendre ou poursuivre une vie amoureuse et intime qui leur convient. Parce qu'il y a un deuxième point aussi, c'est que pour l'instant, en tout cas, on est toujours à la retraite à 64 ans et les mutuelles vous disent oui, préparez votre retraite, il faut préparer sa retraite, mais personne ne vous dit qu'à la retraite, vous allez vous retrouver avec votre compagne ou avec votre compagnon et qu'il n'y aura plus de vie, il y aura plus de vie de travail et qu'il n'y aura plus tout ce qu'on peut faire quand on n'est pas avec eux. Et quand on se retrouve à ce moment-là, bien souvent, et de plus en plus, parce que c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui, les gens se séparent. Oui, c'est sûr que la proximité, on l'a vu aussi pendant le confinement. Beaucoup de gens au début avaient dit « Ouh là là, ça va faire un super baby boom ». Et en fait, non, le fait d'être dans le confinement et de ne plus avoir de moments à soi, par exemple, pour se masturber, ça a fait exploser aussi beaucoup de couples qui n'avaient plus ces espaces-là. J'aimerais bien aussi qu'on continue avec toi sur un sujet qui puisqu'on parle d'impact sociétal, pour vous montrer aussi la réalité de l'entrepreneuriat dans ce domaine-là, de la schizophrénie à laquelle on fait parfois face. Sur le thème de la vieillesse, le droit à la vie intime et à la sexualité est prévu dans la loi sur le vieillissement de 2016. Tu vas me parler mieux que moi. Mais ce qui est dans la loi, c'est comme l'éducation à la sexualité qui est depuis 20 ans dans les programmes et on n'a que 17% des lycéens, des collégiens qui ont la totalité des cours sur toutes leurs années. Donc on est très très loin du compte. Et toi, tu as récemment eu affaire avec la CNAV, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Oui, voilà, en fait. Donc je m'occupe des seniors, des gens qui arrivent à la retraite. Donc c'est effectivement ce qui m'intéresse et ce qu'on fait. Et en fait, tout simplement, quand on était leur chercher une bourse, parce qu'en fait, il y avait un appel à projet pour ça, ils nous ont répondu que les institutions publiques ne s'occupaient pas de la sexualité des personnes, des Français, alors que dans le plan santé sexuelle d'Agnès Buzyn 2017-2030, il est écrit noir sur blanc qu'effectivement, le droit à la sexualité doit être possible pour tous. Et non, en fait, les conseils d'administration, mais aussi différents, parce que moi, je vais voir aussi dans le cadre de nos prospections, on sait qu'effectivement, une vie sentimentale et sexuelle améliorée améliore la santé physique, la santé mentale, la santé psychique, les études le prouvent. Et quand effectivement, on va en parler aux prévoyances ou les choses comme ça, ça passe le premier niveau. Et quand on est au conseil d'administration, on nous dit non, la sexualité, c'est trop touchy, en fait. C'est vraiment très, très, très difficile, en fait. Je témoigne, c'est quand même compliqué. Il y a certaines personnes qui nous font confiance, mais il faut vraiment ramer pour pouvoir effectivement avoir des gens qui soient sensibilisés à ce sujet. Alors que clairement, avoir une sexualité épanouie, ça permet de vieillir plus vieux et en meilleure santé. Parce que comme je le dis souvent, c'est-à-dire que l'âge, il ne protège pas de l'amour, mais l'amour, ça protège de l'âge. Ah, j'adore.
Non, c'est pas, vous rend pas un peu plus optimiste là de vieillir avec cette vision-là. Là, je vois des plus jeunes là dans la salle. C'est quand même vachement mieux que de se dire voilà, c'est la fin, quoi. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est ça, c'est que la sexualité vieillissante est une sexualité qui est différente. Donc, il faut aussi pouvoir transformer ces tabous-là sociétaux et pouvoir dire qu'effectivement, on n'a pas une sexualité forcément de performance quand on est un senior. On a une autre sexualité avec une autre approche, avec des choses différentes, puisqu'on a des sensations qui sont différentes parce que psychiquement, on change aussi. Et ces choses-là, elles sont pas du tout parlé et évoqué pour personne en fait. Et c'est un drame quand même quand on voit effectivement que dans les EHPAD, plutôt que d'avoir des chambres à 2, on donne des anxiolytiques aux seniors. Et je suis passée pour en parler puisque je suis médecin psychiatre, donc je suis amenée parfois à prescrire des anxiolytiques. Et les seniors le disent en fait, mais on peut pas en parler en fait. Hein. Vraiment, c'est vraiment ça la difficulté. Je peux ajouter quelque chose? Ah oui. Donc juste pour rebondir, mais quand on parle de sexualité senior, en plus, on ne parle pas forcément de faire le Kama Sutra. Voilà, déjà, c'est pas possible avec les problèmes physiques. Mais c'est le retour qu'on a quand on va voir des personnes âgées et qu'on leur parle de ces sujets-là. Souvent, ils disent « Mon corps n'est plus touché par personne ». Si ces personnes célibataires et qui sont en institution, à part être nettoyée ou à part des gestes médicaux, je n'ai plus aucun contact. Et on sait que quand on parle de sexualité, on parle de ça aussi. Ça peut être une caresse, ça peut être un massage. C'est pas forcément, voilà. Alors, j'ai un exemple, je vais rebondir. Ça débute même de pouvoir prendre la main à quelqu'un et de pouvoir aller le dimanche à la brocante, main dans la main. Et ça, déjà, ça fait partie de la vie intime pour les seniors quand ils sont très âgés. C'est-à-dire qu'effectivement, ce contact-là, on leur permet même plus parce qu'ils n'ont pas le droit d'être désirants, en fait. Hein. Ça, le corps désirant, le corps désirable, c'est l'agisme, et on a aussi le validisme, c'est la même problématique pour les personnes en situation de handicap. C'est aussi pour ça que c'est vraiment intéressant comme sujet, parce que ça doit interroger nos propres normes aussi, et tout ce travail qu'on doit faire de déconstruction, mais franchement sur tous les sujets. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais le toucher, c'est le seul sens. Si on ne l'a pas, si on le perd, on peut en mourir en fait. Vous réfléchirez, mais on peut se passer de voir, mais sans ce sens-là, on meurt. Donc, de l'importance vraiment d'apporter ces sujets-là. Merci, pareil, on reviendra. Merci. Anne-Gaëlle, alors, toi aussi, tu vas cumuler des tabous. Elle est en train de découvrir, Anne-Gaëlle, dans la joie et dans la bonne humeur, l'expérience de ce qu'est d'être une entrepreneur dans la sextech. Elle dit, je dis que c'était le début de la gloire tout à l'heure, parce qu'elle a eu son premier article dans la presse et ses premiers trolls. Donc, c'est que tout va bien. Et donc... avec la même techno, tu fais des choses très différentes, et tout ça, ça part quand même du technologie qui sert à filmer les conseils municipaux. Donc je pense que le mieux, c'est que tu racontes. Bonsoir, merci. Déjà, je ne sais pas pourquoi bonsoir, mais c'est pas grave. Oui, en effet, en 2018, avec un associé informaticien, puisque moi, en technique pure, je suis... proche du niveau 0, mais c'est pas très grave. Donc en 2018, j'ai décidé de reprendre à la barre du tribunal une technologie qui avait été pensée au départ, mais pas finalisée, pour filmer en semi-automatique les conseils municipaux. Donc on a effectivement repris cette techno avec l'ancien directeur technique qui est lui ingénieur informatique de formation. Et depuis 2018, donc on développe notre petit business en étant jeune entreprise innovante, donc très tech, pour pouvoir proposer des régies mobiles de production vidéo semi-autonomes pour le cas des conseils municipaux. Depuis la reprise de la structure, comme beaucoup quand on parle de sexualité, on plaisante mais on creuse pas le sujet. Donc on avait pour vanne de dire notre truc ce serait formidable pour le porno. Et puis on l'a fait. L'affaire a été lancée suite à la lecture d'un article de presse sur le business du divertissement pour adultes. Au final, j'ai appelé mon associé, mon adorable informaticien, et je lui ai dit tu sais quoi, on va y aller, puisque travailler avec les collectivités territoriales aujourd'hui c'est compliqué, c'est pas très fun. Faudra censurer. Et en plus, on avait envie, l'un comme l'autre, de pouvoir continuer à développer la techno, de pouvoir y intégrer de l'intelligence artificielle et de proposer une régie mobile complètement autonome, cette fois, aux gens qui désiraient créer leur vidéothèque, mais où ils étaient eux-mêmes performeurs. Pour le petit point technique, donc il s'agit d'une régie mobile avec 3 caméras, un serveur informatique sans dispositif de stockage aucun, qui permet de filmer donc les ébats avec un montage automatique des flux. Pour la partie intelligence artificielle, pour le coup, c'est pas très sexy ce que je raconte, je suis désolée. On a 2 chaînes neuronales. La première consiste à isoler les corps dans la pièce, et la seconde consiste à identifier les points de squelette
Et ensuite, on a de la programmation classique en étant basé sur les contenus pornographiques amateurs, semi-amateurs et professionnels. Donc au niveau des plans, en fonction des positions, du nombre de personnes sur scène, entre guillemets. Et tout ça, c'est formidable. Donc on va lancer le 11 juin notre régie mobile à destination des particuliers dans le cadre d'une plateforme de location et de mise à disposition sur le modèle business des boîtes à selfie qu'on voit aujourd'hui dans les événements d'entreprise, dans les mariages et autres. Et on va également proposer cette solution aux professionnels du divertissement pour adultes, Love Room, Love Hotel, Club, Donjon BDSM. Voilà. Dans l'idée de créer du contenu, dis-moi. Non, et réaction de tes clients conseils municipaux, parce que c'est là où... T'es vilaine. La réaction, elle est simple, c'est vous pouvez pas faire ça, on pourra plus travailler avec vous. Du coup, on a dit d'accord, mais on va le faire quand même. Par contre, on va créer une filiale donc qui est détenue à 100% par la société d'origine pour éviter les discussions qui pourraient être désagréables avec l'opposition sur des remarques telles que vous filmez le conseil municipal avec une technologie qui filme du porno, c'est un scandale. Ceci dit, j'aurais peut-être plus de clients élus dans les donjons et les clubs que dans les conseils municipaux. Mais bon, donc effectivement, ça n'a pas été possible. Je sais où tu m'emmènes. Allons-y. Du coup, allons-y. Une fois que mes garçons, n'étant pas techniques, je voulais pas être épinglé sur l'intelligence artificielle, puisqu'effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on la colle un petit peu à toutes les sauces. Donc, je voulais m'assurer que c'était bien de l'IA. J'avais besoin d'au moins être sûr de ça, puisque j'étais déjà pas sûre de garder mes clients historiques. Donc, ils m'ont expliqué qu'il y avait 2 chaînes neuronales, une pour la boîte, une pour les squelettes. Je dis formidable, je vais avoir l'air sérieuse. Je passe une nuit, et le lendemain matin, au café, je saoule mon mari comme jamais, en lui disant, j'ai une idée, ça va être formidable. Si on peut détecter les squelettes, je vais pouvoir détecter automatiquement les différences morphologiques et je vais pouvoir faire de la lutte contre la pédocriminalité, ça va être formidable. Donc c'est en cours, on a contacté la protection de l'enfance qui m'a dit ça ne nous concerne pas. Finalement on a contacté les services de gendarmerie, donc des enquêteurs de gendarmerie, en leur disant comment ça se passe quand vous avez une affaire de pédocriminalité. Donc c'est du signalement, il faut le savoir uniquement aujourd'hui. Ensuite, ils sont obligés de faire leur enquête pour demander une autorisation de perquisition. Et une fois qu'ils ont bien perquisitionné les fichiers, les PC, les serveurs, les disques durs, etc., ces braves gendarmes, qui doivent être bien fatigués, sont obligés d'éplucher tous les fichiers un par un, donc les faire décrypter et les éplucher un par un. Nous, aujourd'hui, la techno qui a été développée pour Fidelio, donc pour faire du divertissement pour adultes, pour faire du fun, pour faire de la vidéothèque d'une sexualité vraie, et pas des membres énormes dans des chattes énormes aussi, très phallocentrés, donc une vraie sexualité comme on l'a au quotidien et qui nous fait plaisir, quelles que soient nos tendances, d'ailleurs, qu'elles soient pimentées ou pas. Ce travail-là, avec très peu d'adaptation, on est capable de créer un logiciel qui analyse les fichiers sans les ouvrir et qui fait, j'allais dire, un entonnoir de doute, où là, nos amis gendarmes n'auraient plus qu'à confirmer qu'il s'agit bien du contenu pédopornographique. Et ça, c'est plutôt chouette. Ouais, plutôt que de tout regarder, parce qu'on sait que certains gendarmes qui sont dans ces cellules-là, après, développent des vrais troubles de symptômes post-traumatiques, parce que c'est vraiment extrêmement dur. Et la réaction de tes clients, parce que c'est ça qui est intéressant, je voulais qu'elle vous raconte cette anecdote-là, parce que c'est pour montrer qu'une même personne, un même entrepreneur, en fait, en fonction de ce qu'il fait, il est une personne bien ou une personne pas bien. C'est éthique ou pas politiquement correct, alors qu'en fait, on développe des technos avec des usages, mais tu peux être le diable ou tu peux être la meuf super engagée, quoi. Et ben là, j'ai des ailes blanches dans mon dos avec un petit halo de lumière au-dessus de mon front, et depuis les clients donc d'IRCAB et élus premier édile on dit mais ce que vous faites c'est formidable, notre slogan c'est jouissez vous êtes filmés. Aujourd'hui ils ont les mugs jouissez vous êtes filmés sur leur bureau. Je trouve ça extraordinaire et il m'a même envoyé la photo en étant très très fière. J'ai été surprise des réactions, de ces réactions là. Je pensais qu'en fait on était en France, pays des Lumières, Marquis de Sade, tout ça formidable, qu'on était beaucoup plus libérés, j'allais dire presque respectueux des autres et de leurs tendances à partir du moment où ça
ça se passe entre adultes consentants, franchement dit, moi, j'ai pas vraiment de gêne. Le siècle des Lumières pour la sexualité et les femmes, c'est pas le meilleur. Hein. Mais Oui, je sais, mais au moins les hommes étaient heureux. Ça fait merde. 1 sur 2. Ah oui, mais ça, c'est fini, ça. Ouais, mais en fait, on est dans une période. Je suis féministe. Mon mari, ça le gave, c'est pas grave. Il subit. Il assume surtout ses choix, mais j'ai l'impression qu'on est dans une période, et ça a été accentué par la crise Covid, où les gens sont extrêmement seuls et on a un appauvrissement de la sexualité qui est quand même assez triste, puisque effectivement c'est ce qui nous relie tous, c'est ce qu'on a à disposition totalement gratuitement, qui nous fait un bien dans l'instant extraordinaire, sur la durée pour notre stabilité psychique formidable. Il est important, je pense, que les gens retournent à une sexualité assumée, épanouie, se fassent plaisir, sans gêne ni sur le regard des autres, ni sur rien, en fait, que les gens se fassent du bien. C'est à peu près tout ce que je peux leur souhaiter. C'est ça, on est des êtres désirants et on sait que la sexualité, c'est pas nous qui le disons, c'est l'OMS, ça fait partie de la santé globale. On le redit à chaque fois parce que c'est important, donc il serait vraiment temps qu'on arrive à en parler de manière calme et apaisée. Je vois le temps qui file et tout ça c'est passionnant, c'était vraiment pour donner des exemples. Est-ce que vous avez des questions, parce que c'est peut-être ça aussi qui va être intéressant. Allez, osez, là vous n'êtes pas filmé, enfin si d'ailleurs, mais pas diffusé, mais vous êtes habillé. Pas de questions? Ah oui, alors, ça me permet de vous présenter Joséphine, qui est aussi membre de Sex Tech for Good. Elle parle demain matin, elle a un talk sur l'art, la tech et la sexualité, évidemment. Voilà, c'est formidable. Donc bonjour à tous. Moi je voulais tout d'abord dire vous êtes formidables. Merci beaucoup de parler comme ça aussi ouvertement. Alors oui, c'est mon domaine, mais aussi merci vraiment à tous de venir. C'est hyper important d'avoir un public qui participe et qui écoute ce genre de talk. Donc bravo à vous. Christelle, je voulais te demander. Donc il y a beaucoup de femmes à Sex Tech for Good, et je voulais savoir comment tu l'expliques en fait. Pourquoi est-ce qu'on s'investit autant dans la sexualité? Tu en as un peu parlé au tout début, mais je voulais te demander si tu pouvais revenir là-dessus. Voilà, merci. Merci beaucoup, Joséphine. C'est vrai que c'est une industrie sur Sex Tech for Good, c'est 80% de femmes. Quand on est sur Femtech France, on est encore au-delà. Moi, je l'explique vraiment parce que c'est une industrie féministe, mais j'ai envie de dire humaniste. Et c'est vrai que le sujet du plaisir féminin, on ne va pas refaire l'histoire, on n'a pas le temps, mais il a été nié, il nous a été confisqué pendant des années. Et c'est vrai que post-MeToo, cette mise en évidence en fait, de renouveau du sujet du plaisir féminin et de le revendiquer, a libéré beaucoup de femmes. Et c'est vrai que sur le marché, il était assez pauvre, ou en tout cas, tout ce qui était proposé était très endocentré ou vu par les hommes pour le plaisir des hommes. Et là, les femmes, beaucoup se sont dit, OK, on va faire les choses dont on a besoin, et elles ont monté des startups. Et elles continuent de le faire. Et ce qui est intéressant, et je pense qu'Anne-Gaëlle, tu es un très bon exemple, c'est qu'on ne les pense pas, les produits de la même manière. C'est-à-dire que tout de suite, toi, la sécurité était hyper primordiale. C'est quelque chose que moi aussi, j'avais à cœur quand j'ai fait mon toy à l'époque, alors qu'à la même époque, le seul œuf connecté qui existait, la sécurité, on s'en foutait, et ce qu'on voyait sur le packaging, c'était pas la femme qui prenait du plaisir, c'était le mec qui avait la télécommande. Et donc on a vraiment changé de paradigme, et c'est pour ça qu'on dit que c'est aussi un secteur d'activité très très engagé, très militant, à d'impact sociétal, parce que ça fait bouger toutes ces frontières-là. Et on est convaincus, je pense ici toutes, moi la première, que la sexualité est le dernier bastion du patriarcat, qu'il faut vraiment déconstruire tout ça, parce que tant qu'on a cette éducation genrée, ces rôles de genre, ces scripts genrés, on va avoir du mal vraiment à avoir la pleine égalité dans tous les sujets, y compris la sexualité. Tu as tout dit. Juste peut-être un ajout, pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que les femmes se sont appropriées ce sujet parce qu'elles en avaient été privées pendant des siècles, tout simplement. Il n'y avait pas, la sexualité féminine était niée, écrasée, corsetée, excisée parfois, enfin voilà, dans le monde entier. Et qu'à partir de la Seconde Guerre mondiale et avec la première révolution sexuelle qui était quand même très axée sur les hommes, mai 68 et tout ça, c'était très axé. Enfin, il y avait une libération sexuelle, mais c'est une femme. Plus grande disponibilité du corps des femmes. Oui, et puis il y avait cette libération sexuelle, mais en fait, quand les femmes tombaient enceintes et qu'elles allaient avorter, elles étaient toutes seules dans les bus pour aller se faire avorter en Angleterre. Les hommes, c'est marrant, il n'y avait aucun homme qui accompagnait, quoi. Donc
libération sexuelle, mais sans les conséquences qui allaient avec. Petite parenthèse pour dire, voilà, il y avait une libération, mais limitée quand même. Mais là, voilà, ces dernières années, il y a eu vraiment une prise de conscience des femmes que l'intime était politique et que si elles ne se réappropriaient pas en fait leur corps, leur sexualité, elles allaient continuer à être des personnes passives en fait dans leur vie intime et que c'était plus possible et que tout ça aussi avait un impact sur leur vie en général. Moi, je dis souvent, voilà, quand je fais des interventions auprès de jeunes, voilà, que ce soit des étudiantes, etc., je dis mais faites l'exercice, masturbez-vous et sortez dans la rue. Vous allez marcher différemment dans la rue. Vous allez être plus fiers, vous allez marcher la tête haute. Et si juste après vous allez négocier votre salaire, vous allez mieux négocier aussi quoi. C'est aussi une source de. C'est pas qu'une source de plaisir, c'est aussi une source de puissance. C'est aussi Powermot et de Sexpowermot. Alors j'en profite pour caser le bouquin, parce que Camille Emmanuel, elle a écrit ce bouquin qui a beaucoup d'influence et d'impact sur mon parcours, et on vous en reparlera prochainement. Mais c'est super important. Et aussi pour Joséphine, c'est parce qu'on a quand même vachement d'audace, et que je pense que les femmes, une fois qu'elles sont lancées, elles osent tout. Peut-être encore plus que les hommes, une fois qu'elles sont décidées et libérées. Mais c'est voilà, il faut finir là-dessus. C'est une source d'ancrage, c'est une source de puissance qui a un impact surtout sur la façon dont on négocie son salaire, la façon dont on travaille, la façon dont on s'adresse au monde. Et voilà. Et juste pour conclure là-dessus, c'est pas un domaine qui exclut les hommes du tout. C'est juste qu'il y a eu quand même pas mal d'avancées sur la sexualité masculine. Le Viagra. On a quand même inventé très vite une petite pilule pour faire en sorte que les hommes bandent voilà, jusqu'à leur mort, alors qu'on n'a toujours pas trouvé le traitement pour l'endométriose, une femme sur 10. Il y a eu quand même une inégalité aussi de la recherche médicale là-dessus. Et puis qu'il y a une réalité physiologique, il y a une inégalité dans l'accès au plaisir, c'est-à-dire que un homme, dans l'acte pénétratif, il y a 90% de chances pour qu'il ait un orgasme, une femme, non. Or, on pense toujours qu'en fait, le sexe, c'est ça, c'est le coït, alors que non. Et du coup, voilà, cette inégalité-là, les femmes ont voulu combler ça, alors que les hommes, je ne dis pas que tous les hommes sont épanouis sexuellement et que c'est la fête pour eux. Hein. Ils ont des pressions, ils ont des injonctions. C'est difficile, cette pression sur la bandaison, sur voilà, le corps masculin qui doit être dans l'action, performant, etc. C'est pas évident. Et ils ont aussi leurs problématiques sexuelles, affectives, etc. Seulement, beaucoup moins quand même que les femmes historiquement. Il y avait une autre question là-bas. Juste, on va donner une date. Le sortie du Viagra, c'est 1998, mise sur le marché, donc des années quand même de recherche avant. 1998, c'est la même année où on a la première imagerie complète du clitoris. Donc vous voyez le retard. Hein, enfin, moi, je dis ça, mais... Déjà, merci pour cette présentation. Enfin, franchement, c'était vachement intéressant. Merci. Pas une question très profonde ou très philosophique, mais ce serait plutôt, enfin, moi, de mon côté, le marketing. Surtout pour les deux solutions. La solution qui est plutôt, on va dire, enfin, de ce que j'ai compris, pour en fait ouvrir le langage sur le sexe des personnes âgées. Et aussi pour le produit de caméra qui permettrait de filmer des abus sexuels dans une confidentialité, enfin voilà, si je peux résumer. Comment est-ce que vous allez faire pour cibler vos audiences sans tomber dans quelque chose d'assez étrange? Alors surtout pour la caméra, on tombe souvent dans des sites... alors je n'ai jamais vu ce genre de site. Hein. Évidemment, personne ne regarde de porn. Mais dans l'idée, les publicités qui s'y trouvent, elles sont souvent très étranges. Et aussi pour la question des seniors, comment est-ce que, en fait, est-ce que vous avez chacun du coup une idée de comment est-ce qu'on va targeter ces audiences? Voilà, désolé pour la question un peu rallonge. Non, mais on est au Web Today, c'est de la tech, il n'y a pas de problème, oui, c'est légitime. Moi, concernant mon produit, effectivement, nous, on a quand les gens s'inscrivent en fait sur le site, ils remplissent un questionnaire avec leur âge, des choses comme ça, et donc on vérifie en fait. Pour l'instant, on vérifie effectivement que ça correspond bien à un senior qu'on peut appeler ou qu'on peut envoyer par mail. On vérifie en fait comme ça. Et comment tu vas les faire venir sur ta plateforme? Comment tu vas te faire connaître? Moi, alors si c'est la question de comment faire venir, moi aujourd'hui c'est forcément moi qui fais ça. Hein. C'est-à-dire que je fais des conférences, que j'anime des tables rondes, que effectivement je multiplie les déplacements. Et pour l'instant c'est dans cet espace-là. En fait, c'est vraiment comme ça que je le fais. Après, l'idée ce sera effectivement, comme je disais, de pouvoir convaincre, et c'est ce qu'on est en train de faire. Hein, des gens comme les mutuelles ou les prévoyances, du bienfait effectivement fondé de pouvoir avoir une sexualité, de pouvoir profiter de cette sexualité. C'est vraiment ça qui est important aujourd'hui pour moi, puisque sinon, comme vous le savez, c'est hyper compliqué d'en parler.
Donc, à part moi, avec mon petit... enfin, voilà, et mon équipe, on va dire, c'est vraiment comme ça. Après, il y a des gens, ça change. Moi, tous les 15 jours, et là, par exemple, dimanche, je fais la présentation d'Always Valentine sur l'émission Y a pas d'âge de Sud Radio. Ils nous ont accordé un créneau, en fait, parce qu'on a fait une première émission, c'était par hasard, ils ont utilisé ce sujet-là, et ils ont vu qu'on a fait, je sais pas, 80 000 vues sur YouTube, et ils se sont dit, ah, mais il y a peut-être quelque chose, et puis finalement, ben voilà, de fil en aiguille, tous les 15 jours, on parle aux seniors sur ces sujets-là. Après, l'idée, c'est aussi de pouvoir, ce que je fais aussi, c'est que moi, je parle un peu de la santé, je suis médecin, donc effectivement, et toutes les CPTS, en fait, les coordinations médicales, en fait, on présente ça pour délier la parole, en fait. C'est-à-dire que le médecin, même s'il n'est pas à l'aise par rapport à ça, il peut dire aux seniors, bah, je vous en parle, et si vous avez un problème, allez voir ce site. Et c'est vraiment comme ça qu'on fait. Pour développer Fidelio, j'ai décidé, alors à tort ou à raison, je ne sais pas, l'avenir nous le dira, de traiter la question comme je traiterais n'importe quel produit en dehors du divertissement pour adultes. Je veux dire par là qu'on n'a pas du tout l'intention de communiquer sur les tubes porno, puisque c'est typiquement ces tubes-là que je veux contrer, y compris l'industrie pornographique qui pour moi est plus de l'abattage aujourd'hui pour les performeurs et surtout pour les performeuses. Donc j'ai pas l'intention d'aller me frotter à eux, encore moins pour être vue sur leur site, ça me correspond pas. L'idée était davantage de m'appuyer sur les médias et du coup d'assumer aussi le fait de travailler dans le divertissement pour adultes, ce qui n'est pas fondamentalement évident, à cause de ricaneries, des trolls. Enfin, c'est pas très agréable quand vous portez un projet pendant 6 mois de se faire troller en 12 minutes sur une publication. Enfin, voilà. Donc je suis contente parce qu'il paraît que c'est le début de la gloire. Mais il n'est pas question d'aller d'une part sur les tubes et pour notre audience, on a fait le salon de l'érotisme, voir comment ça se passait. Pour un certain nombre de points, c'est pas notre cible parce qu'il y a un côté un peu je sais pas comment le dire sans que ce soit mal pris, mais du coup prenez-le bien. Il y a un côté un petit peu low cost, cheap, y compris sur les toys qui sont proposés sur les salons de l'érotisme, qui moi me dérangent. Du coup, c'est pas là non plus que je vais aller, et je vais y aller à l'instinct plutôt qu'au talent, en tout cas. Tu feras le CES à Las Vegas. Voilà, ou ça. Mais voilà. Donc, en termes de marketing, au-delà du ciblage qui peut sembler aléatoire, c'est le cas. Enfin, vraiment à l'instinct. Donc, on a d'autres problématiques, c'est la censure. Sur tout ce qui concerne la sexualité, et ça c'est vraiment chiant. Pas de newsletter, on en parlait sur Sex Tech for Good, les emailings spammés d'office, les publications censurées par les réseaux, les plateformes qu'on connaît, que je vais pas citer, ça sert à rien. Donc ça c'est vraiment difficile, et le collectif Sex Tech for Good, les personnes qui sont assises là, le fait d'en parler sans ricaner, c'est un business, voilà. L'idée c'est de créer de la valeur. Moi j'ai pas à me cacher de ça. Je fais partie d'un collectif pour mes valeurs personnelles que je souhaite porter. Donc dire maintenant il faut arrêter avec la sexualité, c'est quelque chose dont on a besoin, il faut le faire bien. Donc c'est d'en parler et d'essayer d'avoir du rebond, y compris chacun d'entre vous. Vous êtes présents tous sur tous les réseaux sociaux Sex Tech for Good. Faut nous suivre partout. Voilà. Faut suivre les startups. Il faut les liker. C'est super important. Il faut diffuser parce qu'en fait, c'est en étant plus nombreuses les chaînes, il faut qu'on les fasse nous-mêmes. Il y a vraiment un phénomène de shadowban. Moi, je suis juste enfin, j'ai pas de business et voilà, je suis juste auteur et journaliste sur ces sujets. Je suis shadowban par Instagram. C'est-à-dire pour me trouver sur Instagram juste avec mon nom, on scrolle longtemps en fait, et c'est juste parce que alors que c'est des posts professionnels sur des articles et des livres que non, mais tu dis beaucoup trop de gros mots. Non, même pas. Vraiment, je fais hyper gaffe à ça en plus. Non, moi je fais gaffe. Et pourtant, je suis shadowban parce que je sais pas, à un moment donné, il y a dû avoir le mot porno peut-être qui est sorti. Ça c'est un gros mot. Mais donc, par exemple, Instagram, on a des comptes, il y a des sites pour regarder les hashtags bannis. Par exemple, le mot dating est banni. Donc récemment, on a au sein de Sex Tech for Good l'application Gabi, qui est une application de rencontre qui est faite par des femmes. Elles ont dû supprimer leur premier compte Insta et repartir parce qu'elles avaient tellement de publications avec dating que c'était plié, quoi. Je crois qu'il y avait une autre question.
Oui, bonjour. Je m'appelle Léonore, je suis la fondatrice de Vox.org, qui est un média d'actu et d'empowerment féminin. Donc c'est des sujets qui m'intéressent vachement. Et je voudrais tirer le fil un peu de ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que dans la femtech, y a beaucoup de femmes entrepreneurs. On sait que c'est beaucoup plus difficile pour une femme de lever des fonds aujourd'hui. Vous portez des solutions qui sont probablement assez coûteuses à développer. J'imagine que vous avez dû lever des fonds. Je me demande si vous êtes heurté à des barrières particulières et si on voit émerger, en France ou peut-être en Europe, des financeurs un peu clés sur ces sujets, femtech, sextech. Je veux bien y aller. Oui, juste, elle a raison, c'est que sur les secteurs comme femtech et sextech qui sont très féminisés, on a la double peine et sur la santé d'être des entrepreneurs femmes et de porter des sujets qui sont considérés comme niches encore, notamment quand on va parler d'endométriose, de SOPK ou de ménopause, où là, effectivement, c'est des sujets qui passent encore sous les radars. Pour le secteur bancaire, déjà, pour trouver des financements ou ouvrir un compte, quand vous avez des activités liées à la sexualité, quelles qu'elles soient, vous êtes gentil, mais vous changez de banque. Votre solution, c'est de contacter la Banque de France et à ce moment-là, on vous désigne un banquier. Absolument charmant. Sauf que moi, par ailleurs, j'avais un banquier avec qui je travaillais et j'avais pas l'intention d'aller à la Banque de France parce que, non, déjà. Et au final, en étant tout à fait transparente avec lui, je lui ai expliqué la situation. Il m'a dit, de toute façon, vous allez être blacklisté. J'ai dit, attendez, je retire divertissement pour adultes de partout. Et je vais dire qu'on va faire juste un outil de création de contenu vidéo autonome. Est-ce que ça vous va? Il m'a dit oui. Donc sur mes logos, mes femmes en sous-vêtements, masquées à la Eyes Wide Shut, j'ai tout viré. J'ai mis des hommes en costard sur des trottinettes, adossés comme ça devant leur secrétaire qui tape à la machine parce que c'est trop classe. Et finalement, j'ai eu mon financement. Alors ça, c'est l'aspect pas cool. L'aspect cool, parce qu'il y en a quand même, c'est qu'on rencontre dans les organismes de financement, et pour le coup, je vais parler de la BPI. Je veux dire, sur l'échelle du fun, ils sont quand même au sous-sol. Par contre, j'ai rencontré une femme géniale à qui j'ai expliqué tout à fait ce que j'allais faire, qui m'a dit « Ah, c'est super !» Et je dis « Bah oui, puis en plus, je vais vendre le concept d'ici la fin de l'année, je vais aller à l'export, donc je vais ouvrir des pays, puis principe de franchise, je vais vendre le concept, et puis les gens, ils vont payer un droit d'entrée, puis après, ils me financeront une partie de leur chiffre d'affaires, ça va être formidable, machine à cash, voilà. » Elle m'a dit « Bah oui, ça va être formidable, ma direction. » Je dis « si vous trouvez ça formidable, débrouillez-vous. » Elle m'a dit « Ok, faites-moi confiance. » J'ai mon financement, Assurance Export, BPI. Donc malgré tout, il y a des interlocuteurs qui sont très à l'écoute. Il faut être attentif à ce qu'on fait, comment on le fait, mais ça passe, quoi. Oui, alors, tu as trouvé la bonne correspondante. Il y en a quelques-uns sur quelques projets dans le collectif qui ont été aidés effectivement par la BPI ou qui ont eu quelques levées de fonds, qui sont toujours des levées de fonds de quelques centaines de milliers d'euros. On n'a jamais eu, comme dans d'autres pays, que ce soit aux États-Unis ou notamment en Grande-Bretagne ou dans certains pays du Nord, des levées de fonds en millions pour des projets sextech. En France, ça ne se voit pas. Et même les fonds qui se disent ouverts ont quand même toujours en général dans leur liste des produits d'exclusion, par exemple comme le dating. Donc ça reste quand même extrêmement compliqué. Côté femtech, c'est le cumul des deux. Côté sextech, c'est effectivement d'être femme et le sujet tabou. Heureusement, ça avance. Avance. Moi, à l'époque, j'avais levé des fonds, mais parce que je parlais pas je parlais du développement d'une plateforme de lecture numérique sensorielle. Pareil, je noyais le poisson dans du truc techno. Et c'était quand même très drôle, puisque le jour où la BPI m'a appelé pour me dire, du coup, ça passe à Rennes, parce que j'étais à Brest, et on dit mais on ne comprend pas du tout du coup ce que vous allez vendre, parce que et je dis en fait je vais vendre ce dont j'ai pas le droit de parler. Ah ok, et c'est passé. Mais ça nous oblige à des jeux de dupes et qui ne devraient pas avoir lieu. Et quand on est sur des sujets, quels qu'ils soient, mais encore plus sur des sujets de santé ou de sexualité, handicap, ou même, je pense à l'éducation, à la sexualité, où on ne peut pas avoir un double discours des pouvoirs publics qui nous disent c'est super important, y compris pour construire une société plus égalitaire, parce que les genres et ça, et d'avoir en face des startups où on peut dire non, c'est pas finançable parce que c'est pas éthique ou c'est pas politiquement correct. C'est ça qui est plus entendable. C'est pour ça qu'il faut que collectivement on s'empare de ces sujets-là pour dire c'est des secteurs d'innovation comme les autres, avec des entrepreneurs qui ont des valeurs, qui défendent des choses importantes, et il faut les aider. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de barrières. Ou alors, il y en a d'autres qui vont réussir, ils vont continuer, ils vont partir ailleurs. Et c'est aussi ça la réalité de certains entrepreneurs encore dans le collectif aujourd'hui, de se dire, est-ce qu'on reste, ou est-ce qu'on s'en va?
Est-ce que, je ne sais pas si on a le temps, encore une? Non, oui, encore une. Non, il n'y en a plus. Vous avez quelque chose à rajouter? Oui, Alexandre. Les Brestois sont dans la place. T'es en terrain conquis. Oh, bah oui. J'avais juste une question pour Céline à propos de la plateforme. J'ai pas bien compris l'exemple quand vous indiquiez que finalement, à propos des seniors, que leur sexualité commençait avec finalement simplement tenir la main pour sortir dehors. Ça m'a interpellé parce que je me disais c'est plutôt une expérience de sensualité que de sexualité. Du coup, c'est de l'intimité en fait, mais eux le considèrent comme on peut considérer en fait chez les seniors en fait le fait de pouvoir se tenir la main effectivement ça peut être considéré comme de l'intimité et on peut aller jusqu'à la sexualité effectivement. C'est-à-dire que d'avoir un rapport intime où les corps se touchent. Voilà, quel qu'il soit, c'est quand même à ce niveau-là, et c'est considéré comme ça pour les seniors, puisque effectivement vous évoluez, hein, et vous n'avez pas effectivement la même sexualité, la même sensualité quand vous vieillissez. Et pour certains, effectivement, de se tenir la main, ça peut entraîner du plaisir. Et c'est vraiment là, c'est pour ça qu'on parle de sexualité. Et rappelez-vous vos premiers émois amoureux au collège, quand vous avez tenu la main de cette fille ou de ce garçon et qu'il vous a frôlé l'épaule. C'était, enfin, moi je sais que on regardait un film d'horreur et un garçon m'a frôlé l'épaule pendant tout le film. C'est le moment le plus érotique de toute ma vie. Donc voilà, c'est le sexe, c'est aussi se rouler des pelles, c'est aussi plein de choses. C'est pas forcément le cas. Et pour les seniors, rappelons que même si un couple rentre en EHPAD en même temps, ils sont pas forcément au même endroit, on n'est pas forcément au même étage. Enfin, et du coup, ne serait-ce que se tenir la main peut être un parcours du combattant, parce que gravir des étages ou se déplacer ou d'être accompagné n'est pas forcément quelque chose qui semble évident. Je vous conseille la série 7e ciel sur OCS, qui est une série qui raconte effectivement comment deux seniors se rencontrent en EHPAD et comment ils revivent en fait simplement. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque? Non? On s'arrête là ou quelque chose à rajouter? Donc allez-y, hein, soutenez tous ces entrepreneurs et ce beau collectif. On a une newsletter, on a des réseaux sociaux, ils ont tous des comptes, ils sont tous sur Insta, sur LinkedIn. Mais oui, même, on te trouve quand même en cherchant bien. Ah mais moi, nous, en fait, la sexualité, les seniors, c'est tellement peu. Ils n'imaginent pas en fait que Facebook et Instagram, on n'est pas bannis. Moi, j'ai un Facebook et un Instagram, ils n'imaginent pas que les seniors peuvent avoir de la sexualité. Profite, oui. S'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être venu à cette conférence et bonne fin de festival. Acting so small because you are the universe in ecstatic motion.